clap, clip, clap, clip, clap. Vous vous êtes jamais demandé comment les bâtiments romains, qui ont été construits il y a plus de 2000 ans, font pour tenir encore debout? Je suis à la Villa Adriana, à une trentaine de kilomètres de Rome. Cette demeure très impressionnante a hébergé l'empereur Adrien jusqu'à sa mort en 138 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que toutes ces constructions, ces briques et ce mortier ont près de 2000 ans. C'est pas si vieux si on les compare à d'autres édifices plus anciens comme les pyramides ou certains palais grecs, mais ces monuments sont généralement faits avec des pierres empilées les unes sur les autres. Le Panthéon romain, les aqueducs ou ces murs ne sont pas construits comme ça. Ils sont faits avec du béton. Or, si on regarde le béton d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il pourrait clairement pas tenir 2000 ans. La longévité de ces monuments est encore plus étonnante si on considère que l'Italie est une zone très active pour les séismes. La collision entre la plaque adriatique et la plaque eurasienne suit le tracé du massif des Apennins et produit de nombreuses failles qui secouent régulièrement le pays et ses bâtiments. En plus, ces constructions ont survécu au sac de Rome en 410 par des Visigoths qui étaient un peu susceptibles. Bref, les Romains savaient donc faire un béton particulièrement résistant et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que depuis quelques années, plusieurs résultats de recherche fascinants ont permis d'en comprendre les propriétés chimiques. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment les maçons romains ont perfectionné une recette qui leur a permis de construire des bâtiments millénaires et pourquoi ça pourrait nous aider à lutter contre le changement climatique. Et tout commence avec l'extinction des Néandertals. Si on fait à peu près 200 km dans cette direction, on tombe sur Naples et ses 3 millions d'habitants. La ville est surtout connue pour son célèbre volcan qui culmine à l'est, le Vésuve. Mais ce volcan n'est vraiment pas grand-chose à côté de ce sur quoi est construite la ville. Les champs Phlegréens, c'est le nom qu'on a donné à cet ensemble de calderas qui forment le golfe de Pouzzoles, dans la baie de Naples. Une caldeira, c'est le cratère d'un volcan, mais ici on parle plutôt d'un supervolcan. Le seul en Europe d'ailleurs. Un supervolcan actif avec un cratère de plus de 15 km à côté d'une des plus grandes villes du pays, ça peut faire flipper. Mais bien qu'actif, le monstre a l'air endormi. La dernière petite éruption remonte à 1538 et a eu deux conséquences notables. Un village détruit et une nouvelle montagne de 130 mètres de haut apparue dans la région, le Monte Nuevo, ce qui en fait la plus jeune montagne d'Europe. Depuis, l'activité volcanique reste intense, mais ça va. Et puis, un regain d'activité dans les années 80 a forcé les autorités à évacuer plus de 40 000 personnes. Mais ça va. Et puis, tout récemment, une étude vient de paraître en août 2023 qui montre que l'activité volcanique est en augmentation. Mais ça va. Les conséquences d'une explosion totale de la caldeira seraient évidemment pas fantastiques. Pas que pour les Napolitains, pas que pour les Italiens, mais probablement pour toute personne vivant en Europe et en Afrique du Nord. Ça, on le sait pour la simple raison que c'est déjà arrivé pendant la création de la caldeira, il y a 40 000 ans. C'est à cette époque qu'une partie du béton qui a permis à ce bâtiment de tenir 2000 ans est née. Vous allez comprendre. Il y a 40 000 ans donc, le supervolcan entre en éruption. Une éruption monstrueuse, probablement de 8 sur l'échelle d'explosivité volcanique, le plus fort niveau. Une nuée ardente stérilise tout à 100 km à la ronde et un panache de cendres et de débris volcaniques monte à plus de 30 km de hauteur. Dans les années qui suivent, la température de la planète chute de 2 degrés. L'impact fut tel que des chercheurs ont avancé l'hypothèse que cette explosion aurait précipité la disparition de l'homme de Néandertal en Europe. La température diminue, la chasse marche moins bien, et un lointain cousin, Homo sapiens, en profite pour le remplacer. Bon, des études plus récentes ont en fait montré que l'impact de l'éruption sur Néandertal a été quasi nul, mais ça donne une idée de la perception de cette éruption chez les chercheurs. Un cataclysme tellement violent qu'il aurait pu provoquer la disparition d'une espèce. Dans tous les cas, les plus gros débris volcaniques faisaient plus de 50 cm et ils sont tombés en Campanie, dans la région de Naples. Et puis, 26 000 ans plus tard, une autre éruption, un peu moins grosse mais quand même bien solide, finit de couvrir la zone de débris volcaniques, histoire de repasser une seconde couche. Et elle dépose au passage l'ingrédient essentiel pour faire le béton le plus solide de l'histoire. Voici la recette pour créer une roche liquide. Prenez du calcaire que vous chauffez à environ 1000 degrés. Ça crée une poudre qu'on appelle la chaux vive. On appelle ça vif parce que si vous mettez votre main dedans, ça brûle. Enlevez votre main. Si vous rajoutez de l'eau à cette chaux vive, vous obtenez de la chaux éteinte. Cette chaux éteinte a une particularité quasi magique. Si vous la coulez quelque part et que vous la laissez tranquille un moment, elle réagit avec le dioxyde de carbone de l'air et redevient du calcaire. Vous avez pris un caillou, vous en avez fait un liquide que vous pouvez mouler comme vous voulez, et en séchant, ce liquide est redevenu un caillou. Cette technologie tout à fait banale, et même complètement chiante, est tout à fait incroyable, je trouve. Ou alors c'est que je deviens un daron, mais moi je trouve ça ouf, n'empêche. L'opus cementitium est le nom donné au béton dont se servaient les Romains.
Pour faire du béton, on rajoute un agrégat, donc des cailloux, de la céramique brisée, bref, de quoi créer une pâte qui sera structurellement solide. On peut aussi rajouter des liants au mortier. Par exemple, les Chinois rajoutaient du riz gluant. Les Romains n'avaient pas de rizière, mais ils avaient un gros volcan qui avait couvert la région de Naples avec des débris volcaniques. Ils ont donc fait leur mortier avec des cendres volcaniques, qui ont pris d'ailleurs le nom de Pouzzolane, en référence au village de Pouzzol, en plein milieu de la caldeira du supervolcan. En ajoutant cette pouzzolane au mortier, ça génère une réaction chimique très particulière, qui produit de la chaleur et un cristal très résistant qui colle tout ensemble, de façon durable. Les Romains ne coulaient pas le béton comme nous aujourd'hui, mais ils l'appliquaient couche par couche, généralement comme remplissage entre deux murs de briques. Parfois, ils rajoutaient des cendres volcaniques pour le rendre plus léger, comme sur le toit du dôme du Panthéon à Rome. Et d'autres fois, ils l'immergeaient complètement sans que ça ne semble l'abîmer. Dans une étude parue il y a quelques années, des chercheurs ont analysé un ancien mur portuaire avec les pieds dans l'eau depuis 2000 ans, celui de l'ancienne colonie romaine de Cosa. Selon cette étude, le secret de sa longévité venait justement de l'eau de mer. Celle-ci s'était infiltrée dans les craquelures du béton et y avait interagi chimiquement avec les cendres volcaniques pour former des cristaux de tobermorite alumineuse qui ont renforcé la structure. En d'autres termes, le béton romain se solidifiait dans l'eau de mer au lieu de s'y effriter. Sans comprendre exactement la chimie à l'œuvre, les Romains l'ont pourtant utilisé abondamment pour construire des ports à travers tout l'Empire. Le plus connu est le port de Césarée, achevé en 15 avant Jésus-Christ, qui a résisté à plus de 19 siècles d'érosion côtière. Bon, ceci dit, tout ça n'explique pas pourquoi le dôme du Panthéon de Rome est toujours debout. Alors, laissez-moi vous présenter le deuxième pouvoir surprenant du béton romain, il s'auto-répare. Et il le fait même plutôt vite. Dans une étude parue dans Science cette année, des chercheurs ont conçu un morceau de béton à la romaine. Ils l'ont fracturé en deux et ils ont versé dessus un flux continu d'eau pendant 30 jours. Et pour comparer, ils ont fait subir le même traitement à un morceau de béton moderne. Les résultats étaient évidents. Au bout de 20 jours, plus aucune goutte d'eau n'arrivait à passer par le béton romain alors que la fissure du béton moderne laissait passer le liquide. En analysant le matériau à l'échelle microscopique, les chercheurs se sont rendus compte que le béton à la romaine contenait des granulats de chaux. Ces grumeaux ont longtemps été considérés comme un signe d'un mauvais mélange, mais ils sont en fait à l'origine de la propriété auto-réparatrice de ce béton. Quand il se fendille, l'eau qui s'immisce dans les fissures va entrer en contact avec les granulats de chaux et la réaction va former des cristaux de carbonate de calcium qui vont boucher la brèche en très peu de temps. Le béton, bien plus léger qu'un mur de pierre, a permis la création de nombreuses merveilles d'architecture comme le mausolée d'Auguste, le théâtre de Marcellus, les fondations du Colisée, les voûtes de thermes romaines colossales, la villa d'Adrien où je suis en ce moment, ou encore le Panthéon de Rome qui reste, même après 2 millénaires, le plus grand dôme en béton non armé au monde. Tous ces bâtiments ont traversé 2000 ans d'histoire et ils sont toujours debout. C'est assez fou quand on y pense. D'ailleurs, fun fact, mais la villa d'Adrien et le Panthéon ont tous les deux été finis sous l'empereur du même nom, Adrien, et sont généralement considérés comme le pinacle de la maçonnerie romaine. En 410, Alaric Ier et ses potes saccagent Rome et c'est le début de la fin pour l'Empire. Les empereurs, qui étaient les principaux commanditaires des somptueux bâtiments en béton, utilisent alors leur argent ailleurs, ou ils disparaissent. Les routes commerciales de longue distance, qui permettaient d'acheminer un matériau comme les pouzzolanes un peu partout en Méditerranée, ne sont plus maintenues. Les grands projets de construction du Moyen-Âge n'utilisent d'ailleurs pas de béton, et peu à peu, la recette du matériau magique des Romains sombre dans l'oubli. Enfin, pas vraiment dans l'oubli. Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, avait pris le temps d'expliquer sa fabrication dans son monumental traité De Architectura. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est abandonné au Moyen-Âge. Et il va falloir attendre le début du 19e siècle pour qu'un célèbre ingénieur français, Louis Vicat, se plonge dans les anciens textes et que l'on recommence à faire des projets dans tous les sens avec ce matériau. Le béton est un matériau qui résiste très bien à la compression et qui permet donc de faire des murs très facilement. Mais il est naturellement assez nul en tension. Pour pallier ce problème, les Romains faisaient des arches dans tous les sens et on peut encore voir aujourd'hui les magnifiques voûtes qu'ils faisaient juste avec du béton. La stratégie qui a été adoptée au XXe siècle consiste à mettre des tiges en acier à l'intérieur du béton qui offrent une très bonne résistance à la tension. Mais l'interaction entre l'acier et le béton réduit fortement la durée de vie de la structure. Alors, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut produire toujours plus de ciment. Le ciment Portland est le ciment le plus répandu sur la planète. C'est un produit fiable, facile à travailler et économique. Le problème, c'est que sa fabrication demande de calciner des argiles et du calcaire à 1400 degrés pour former le clinker, qui est à la base de sa composition. Résultat, chaque tonne de ciment produite émet 1 tonne de dioxyde de carbone. Ce serait pas un si gros problème si notre espèce n'était pas complètement addicte à ce matériau. Le béton de ciment représente à lui seul la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau.
on parle de près de 150 tonnes de béton utilisées à chaque seconde. Au total, le béton représente entre 7 à 8% des émissions mondiales de CO2, soit 3 à 4 fois plus que le secteur de l'aviation. En gros, si l'industrie du ciment était un pays, elle serait le 3e plus gros pollueur, juste derrière les US et la Chine. Pour produire du béton, il faut en plus beaucoup d'eau et de sable dont l'exploitation a un impact non négligeable. Il y a donc plein de très bonnes raisons de développer des nouveaux bétons et c'est là que la recette romaine entre en scène. Alors, le béton romain n'est pas miraculeux. Il a une durée de vie millénaire, certes, mais certains édifices construits avec sont quand même un peu fatigués et d'autres ont disparu depuis bien longtemps. Le biais du survivant alimente sans doute un peu notre émerveillement devant leur longévité exceptionnelle. On ne retient que les structures qui ont tenu debout parce que les autres, elles ne sont plus visibles. Ajouté au fantasme classique des technologies oubliées et de la grandeur de Rome, voilà, on obtient l'idée que c'est un matériau tout simplement magique et miraculeux. Mais bon, quand même, on peut être admiratif. Le béton romain a des propriétés uniques que plusieurs laboratoires dans le monde entier essaient de répliquer et tout ça a été créé par des gens qui ont fait des nanotechnologies sans aucune méthode scientifique et qui nous donnent une leçon de maçonnerie 2000 ans plus tard. Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec béton. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, malgré le sujet, parce que quand même, faut être déter pour regarder en entier un épisode consacré au béton romain. Et ça, c'est parce que vous êtes des gens très curieux. L'histoire du béton du futur est assez intéressante, notamment parce que c'est une technologie qui pourrait être considérée comme un peu chiante, pas très sexy. Et à mon avis, il y a toute une discussion à avoir sur ces technologies qui sont un peu ennuyeuses, mais malgré tout qui auront un impact démesuré sur notre futur. Tout ça, j'en parle dans la newsletter qui est accessible aux gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Il suffit de soutenir pour rien du tout d'ailleurs, pour 1 €. Et vous avez accès à la newsletter qui est un peu la version étendue de Dirty Biology. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut!